Le Grand Prix de Chamonix pourrait fort bien s'appeler cette année le Grand Prix de descente en vrille, des illusions perdues. Il va y en avoir quelques-unes. Manière originale de faire le mur, d'ailleurs cette partie du parcours, c'est paraît-il le mur du départ. Pas très catholique cette descente, il est tout de même allé plus loin que les autres. Passons aux choses sérieuses. Voici Georges Duvillard, un champion. C'est tout de même lui qui détient le record, il a fait 10 mètres de plus que ses adversaires. Un autre champion, plus grand encore, son frère Adrien Duvillard. Ouf, il est encore debout. Eh bien non, décidément, il n'y aura personne à l'arrivée. Rassurons les âmes sensibles, il y a plus de peur que de mal, Adrien Duvillard est seulement un peu groggy. Il y en a tout de même bien un qui va rester sur ses skis. Albert Gacon entretient le suspense. Tombera, tombera pas, soyez tranquille, lui au moins, il franchira la ligne d'arrivée en 4e position. Là, on retient son souffle. Pour ce skieur, rien n'est impossible, il porte le numéro 1, c'est bon signe. On appelle cela faire l'œuf en termes techniques. Ce skieur, c'est Guy Périllat. Aisance, décontraction, sûreté des gestes. Manifestement, il ne veut pas tomber, il digère toutes les bosses avec un bel appétit. Quelques mètres encore, on retient son souffle. Lui aussi, il est tombé, mais au bon moment, après la ligne d'arrivée, c'est suffisant pour gagner. Cet autocar de série du type randonnée a roulé ainsi pendant 97 jours. Il ne s'est arrêté que pour prendre du carburant, changer de pneus et évidemment pour changer également de pilote. 9 pilotes se sont relayés au volant durant ces 97 jours, à l'issue desquels ils ont parcouru 200 000 km, 5 fois le tour de la Terre, à 85 de moyenne. Tout cela sans incident, c'est la première grande épreuve d'endurance de ce genre contrôlée par l'ACF. Une telle performance valait bien les félicitations du patron, ce que s'empresse de faire M. Paul Berlier. Il paraît que nous sommes là dans le temple du rugby à Twickenham. Ce temple, c'est un vulgaire terrain boueux où des bulldozers seraient sans doute plus à l'aise que des joueurs de rugby. Maillots immaculés pour les Anglais, du moins pour le moment, maillots foncés pour les Français. Pour être sûr de tenir debout, aidons-nous les uns les autres. Tiens, des individualistes, Boniface et Dupuis partent à la contre-offensive sans avoir besoin de tuteur. On est fair-play dans les tribunes. Deuxième mi-temps, les Français s'effondrent. Joli cadeau de la défense française aux attaquants britanniques, un essai du deuxième ligne Harding qui va être transformé par Wilcox, l'arrière anglais. Pour un peu, on se parlerait pour Wellington dans les tribunes. Réplique du berger à la bergère, un essai français qui va marquer Crost après un beau coup de pied de recentrage de Rancoul. Essai transformé par Vanier. Match nul, 5-5, c'est équitable, mais ne parlez plus aux Français du temple du rugby. Les nouvelles installations qui s'offrent comme l'un des plus beaux fleurons de l'aéroport d'Orly, le premier d'Europe continentale, ont reçu la visite du général de Gaulle. Le président de la République inaugurait ainsi 15 jours avant sa mise en service la nouvelle aérogare qui met Orly à la mesure de l'avenir. Une des plus frappantes réalisations françaises, dira le chef de l'État. Début d'une journée attendue et longuement préparée. Le Premier ministre français est venu accueillir à Orly le président Bourguiba. Plus que d'une visite, il s'agissait d'un rendez-vous. À Rambouillet, dans le calme de la résidence présidentielle bien gardée des indiscrets, le général de Gaulle allait s'entretenir avec le président tunisien. Long tête-à-tête d'abord, plus tard élargi. Sortira-t-il de cette rencontre l'esquisse d'une solution au problème algérien? Chef religieux entouré d'un faste traditionnaliste, souverain moderne d'un État en pleine évolution,
Mohamed V, roi du Maroc, vient de succomber brusquement à 52 ans. Son règne, un moment interrompu, s'était raffermi à son retour en 1955, où des acclamations unanimes l'avaient accueilli après un exil de près de 2 ans. On peut dire qu'il incarna son peuple à un moment difficile. Après avoir négocié l'indépendance de son pays, il voulut assurer l'avenir de la couronne en désignant pour son successeur son fils aîné Moulay Hassan, aujourd'hui roi sous le nom de Hassan II. On n'oubliera pas qu'il fut aux heures tragiques de la guerre un ami sûr et que le général de Gaulle le plaça à son côté pour présider au défilé de la victoire. Colombéchard, une fusée Véronique s'élève dans le ciel. Elle atteindra 150 km. Mais durant tout son voyage, électrocardiographe et électroencéphalographe n'ont cessé de fonctionner. Un être vivant était à bord. Dans son habitacle, on l'a retrouvé en bon état. Laura Hector, car c'était lui, ne semblait pas se ressentir des 10 secondes pendant lesquelles, au sommet de sa trajectoire, son cœur avait cessé de battre. Des milliers de moins de 20 ans venus de Belleville comme de la Muette ont rempli le Palais des Sports à l'occasion du festival du rock'n'roll pour vibrer à l'unisson de chanteurs tels que Johnny Hallyday, qui n'ont pas 20 ans eux non plus. Et j'ai un métier de l'esprit du quartier. Ah, c'est avec une monsieur John Wagner. Et il vibre, c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'ai un métier de l'esprit du quartier. Ah, c'est avec une monsieur John. Laisse tomber ce bon John. Frankie Jordan a aussi ses partisans passionnés. Le rock'n'roll est une passion, une religion, une frénésie qui ne va pas toujours sans casse. Mais moi je suis pas jaloux, on est vraiment plus heureux de vivre à 3 plus qu'à 2. Rassurons-nous, dans quelques années ces frénétiques seront notaires, épiciers et percepteurs, et excellents pères de famille. C'est au musée du costume, dans l'atmosphère de la mode romantique, que nous avons découvert la jolie madame que présente pour notre été Pierre Balmain. Silhouette souple dont la jupe est courte sans excès. Ensemble fluide qui glisse sans étrangler une taille qui se devine mais n'est jamais marquée. Les manteaux à manches kimono sont fendus par derrière et s'ornent souvent d'un boutonnage très personnel. Les robes mettent le buste à l'aise dans des corsages légèrement blousants. Parfois aussi, la robe s'agrémente d'un corsage drapé en bénitier ou replié en enveloppe. Le mot d'ordre est toujours souplesse et fluidité. Après ces toilettes dont la ligne se montre toujours prodigue d'invention, la ligne se gonfle pour le cocktail et le dîner d'une ampleur modérée à hauteur des hanches. On aimera bien entendu ces tissus aériens dont le charme garde un parfum très romantique. Et à travers plus d'un siècle, les personnages d'époque n'y sont pas tellement insensibles. Surtout quand des arcs-en-ciel de paillettes s'allument sous les voiles des robes du soir. Car avec elle s'animent les fêtes merveilleuses d'une élégance qui évoque les charmes des îles sous le vent, de l'Asie des 1001 nuits en passant par l'Inde des Rajas, et pourquoi pas les fastes du Second Empire tels qu'on les voit à travers un songe de Parisienne.
Jolie madame de printemps, oui. Jolie madame de Paris. Gardé par les cadets de l'armée, couvert d'un pan de l'étoffe brodée qui couvre traditionnellement la Kaaba de la Mecque, le cercueil du souverain a été exposé sur la place du Méchoir. En présence de ses deux fils, Hassan II, son successeur, et Moulay Abdallah, entourant le président Bourguiba, et des délégués de nombreuses nations, parmi lesquels M. Geoffroy de Courcelles représentant le général de Gaulle, il devait être ensuite placé sur une prolonge d'artillerie pour être conduit à sa dernière demeure. Sur le parcours, près d'1 million de personnes peut-être, mêlant les larmes aux gémissements, les clameurs aux invocations, se pressaient le long de ce cortège immense que précédaient les fils du roi défunt, le président tunisien et le chef du gouvernement sénégalais, M. Mamadou Dia. Foule exaltée au milieu de laquelle s'abat parfois une forme humaine au comble de l'émotion. Trajet coupé par une pause à la mosquée de Yacoub El Mansour dans les ruines d'Amin Rabat, où, au milieu des colonnes brisées, le roi était venu faire sa première prière à son retour d'exil. C'est dans l'enceinte du palais que reposera le roi Mohamed V, dans le décor traditionnel qu'entoure aujourd'hui un Maroc nouveau, où les surprises ne sont pas exclues. Puisque la cavalerie moderne a remplacé les chevaux d'autrefois par des motos, on ne s'étonnera pas que le motocross ait quelques rapports avec le jumping. C'est ainsi qu'au deuxième motocross international de Barcelone, qui réunissait quelques-uns des champions de la spécialité, on a enregistré une succession de sauts très réussis. Qu'on en juge. C'est un véritable sport que se livrent chaque soir les banlieusards de Tokyo. Et quel sport! Il s'agit pour plus de 3 millions de travailleurs de trouver une place dans l'un des wagons du métro. Tout le monde en effet n'y parvient pas. Et ceux qui parviennent à monter ne peuvent pas se vanter de le faire sans dommage, si bien que le métro de Tokyo est en mesure d'ouvrir un marché de chaussures et de boutons d'occasion. Cet état de choses n'a pas été sans attirer l'attention des autorités compétentes, qui ont organisé une série de conférences destinées à éduquer le public. D'autre part, pour mettre un peu d'ordre dans ce désordre, on a établi une série de barrages propres à fractionner le flux des usagers. Enfin, on a créé une brigade spéciale qu'on pourrait appeler brigade de compression. Les employés qui en font partie sont préposés aux différentes portières où leur mission est de faire entrer à l'intérieur tout ce qui déborde. Solution logique sans doute, énergique sans conteste, mais qui n'a qu'un lointain rapport avec l'idée que l'on peut se faire des commodités du progrès. Dans la salle du trône du palais de Riyad à Rabat, le jeune roi Hassan II, porté à la souveraineté par la mort de son père Mohamed V, a adressé à la nation son premier message dans lequel il s'affirme le continuateur de la politique de son prédécesseur. Il devait ensuite, selon le protocole traditionnel, vêtu de la djellaba blanche et dans un carrosse tiré par 6 chevaux, se rendre à la mosquée pour y présider la prière du vendredi. Ce geste traditionnel qu'il accomplissait pour la première fois en qualité d'imam des croyants a suscité parmi la foule un grand mouvement de ferveur qui semble plébisciter le début du nouveau règne. On sait qu'à la suite des funérailles de Mohamed V, le président Bourguiba avait rencontré au palais de Rabat M. Ferhat Abbas.
le jeune roi du Maroc avait rejoint ces deux personnalités pour participer à leur conversation sur le problème algérien. Cette réunion s'est terminée par un communiqué mentionnant qu'il n'existe aucun obstacle à l'ouverture de négociations directes entre le GPRA et la France. Les arts ménagers ont déménagé. C'est au Palais de la Défense qu'ils se sont installés. En notre époque de progrès, il va de soi qu'ils s'adressent autant qu'à la ménagère, au chef de famille qui ne saurait manquer d'y suivre son épouse. La découverte des 1001 ustensiles offerts par un libre service aux convoitises des femmes pratiques ne peut que lui être agréable. Il n'est pas non plus sans importance qu'ils puissent tout savoir du maniement du moderne tampon miracle qui nettoie tout, puisque somme toute, il y a quelques chances pour qu'ils le retrouvent à la maison. Il est également du plus haut intérêt qu'ils sachent que les chaussures ne se cirent pas toutes seules et que les produits de première qualité ne sauraient opérer par enchantement le petit miracle quotidien. Ne convient-il pas aussi qu'ils n'ignorent rien de ces papiers chiffons qui se jettent après usage et qui peuvent si bien essuyer la vaisselle ? Que de choses un époux digne de ce nom n'a-t-il pas à apprendre aux arts ménagers? Et n'est-il pas juste qu'il soit à même de juger par lui-même du poids de toutes les connaissances que requiert la tenue d'un ménage? Répétons-le, messieurs, une visite aux arts ménagers ne peut que vous être profitable. Vous y découvrirez d'ailleurs la maison de vos rêves, avec l'intérieur de vos rêves et les fauteuils de vos rêves. Mais n'est-ce pas navrant de voir le peu d'empressement que mettent les hommes à s'instruire? Clowns improvisés, acrobates d'un soir, dompteurs inattendus, se sont succédés dans le cercle enchanté du cirque d'hiver. Pour la 31e fois, le gala de l'Union des artistes mettait en piste ceux et celles qui d'habitude sont plutôt les hôtes de la scène et de l'écran. Et un public de choix, celui qu'on nomme le Tout Paris, a applaudi une nouvelle écuyère, Brigitte Aubert. Le numéro de trapèze de Jean-Pierre Cassel et Françoise d'Orléac a pu faire passer un frisson. Jean Cocteau, qui parla si parfaitement du cirque, et Jean Marais, qui fut dresseur et acrobate dans de précédents galas de l'Union, les ont applaudis en connaisseurs. Marie Dems a étonné tout le monde en jouant les femmes serpents en compagnie de quelques virtuoses de l'équilibre. Quant à Joséphine Baker, plus belle que jamais, elle a conduit avec une maestria étonnante un ballet d'éléphants. Tout cela pour venir en aide aux artistes dans la nécessité et pour montrer que le bon cœur peut faire très bon ménage avec le courage et le talent. C'est dans une atmosphère digne des légendes orientales que s'est terminé le voyage de la reine Elisabeth dans ce qui fut l'Empire des Indes. À Bénarès, elle devait être l'hôte du Maharaja de la Cité Sainte qui déploya en son honneur le faste le plus fantastique. 14 éléphants aux palanquins d'or et d'argent massif ont amené la reine et son cortège jusqu'au Gange, le fleuve sacré dont les eaux enlèvent les péchés. Au milieu des fidèles qui se plongent dans ces eaux purificatrices, la reine parcourra le fleuve le long duquel se développe avec son pittoresque étonnant la ville qui est pour 200 millions de fidèles à la fois la Mecque et Jérusalem, et qui est la ville la plus étonnante peut-être de l'Inde entière.
c'est fini. Après une enquête qui aura duré 329 jours, l'affaire Peugeot a trouvé son dénouement. Les policiers ont amené à Paris Raymond Roland et le reste de la bande. La blonde Ingelise Bodine qui cachait son visage et Roland Niémézic enfoui sous son imperméable. Visage découvert, Pierre Larcher, le dur et sans doute l'organisateur du rapt, et Jean-Simon Rothman, l'étudiant qui prétend ignorer la provenance de l'argent. Ravisseurs et complices, tous sont sous clé. Les enquêteurs peuvent maintenant reconstituer les détails du rapt du petit Éric, qu'on voit ici rendu à ses parents après la remise des 50 millions. Si l'on connaissait les détails de l'enlèvement, l'arrivée du ravisseur par une brèche dans la haie au golfe de Saint-Cloud, où l'enfant jouait tous les jours, et leur départ par la barrière, on sait maintenant que c'est dans cette maison retirée des pieds russes qu'Éric a été séquestré. On a aussi retrouvé dans une voiture qui stationnait dans un garage parisien une toute petite partie de la rançon, 6 millions d'anciens francs. Et un autre million si l'on compte le prix payé pour acquérir la vieille ferme de Rueil-sur-Brèche, future retraite peut-être pour d'autres crimes. Le plus singulier sans doute est que Megève, où une villa abritait les vacances de la famille Peugeot, ait été en même temps l'asile de la bande qui se logeait dans ce chalet des 6 enfants, où furent arrêtés Raymond Roland et Ingelise Bodine. On dit même qu'au restaurant La Ferme, ils ont pu dîner à des tables voisines. À Versailles, le commissaire Denis a remis ses prises au juge Renard chargé de l'instruction. Pierre Larcher va devoir méditer sur une carrière dont le rapt du petit Peugeot n'était pas le début. Ingelise Bodine, fausse Miss Danemark sur les dangers de l'argent trop facile. L'étudiant Rothman sur un thème analogue. Quant à Raymond Roland, puisse-t-il méditer sur le caractère odieux du crime qui consiste à mettre en jeu la vie d'un enfant? L'homme vient d'enregistrer un nouveau record de vitesse. Porté par un B-52, l'avion spatial américain X-15, après avoir atteint 22 000 mètres d'altitude, a volé à 4 264 km/h. L'appareil, qui s'est posé sur ses skis dans le désert de Californie, aurait mis 9 minutes 37 secondes pour passer de la verticale de Paris à celle de Marseille. Il peut encore faire beaucoup mieux. Son pilote, le commandant Bob White, qui est aujourd'hui l'homme le plus vite du monde, a échappé pendant 27 secondes à la pesanteur. Vivre, c'est aussi pour ceux qu'on nomme les diminués physiques, la possibilité de retrouver une vie active. M. Bernard Chenot, ministre de la Santé publique, a inauguré à Quessigny, dans l'Eure, le centre Joseph Arditi qui répond justement à ce but et qui est le premier du genre en France. Tout en poursuivant leur rééducation, les paraplégiques peuvent ici se réadapter au travail industriel et redevenir des citoyens à part entière. Parents, attention. Vous le savez, les jeunes enfants ont trop tendance à porter à leur bouche tout ce qu'ils trouvent. Mais ce simple geste n'est pas seulement contraire à l'hygiène, il peut être bien plus grave. Il l'est d'ailleurs trop souvent. Pour le constater, il suffit de parcourir les journaux. Pas de semaine qu'il ne relate un drame de cette espèce. Intoxication, empoisonnement. C'est la nécessité du transport immédiat à l'hôpital. Encore peut-on s'estimer heureux quand ces accidents se limitent à l'hospitalisation. Or, ces drames, vous les côtoyez quotidiennement pour peu que vous laissiez les produits d'entretien à la portée de vos enfants. C'est-à-dire le plus souvent à leur hauteur. Eau de javel, soude, acide muriatique. Le bon ordre peut être un ordre raisonné. Dans le placard inaccessible, les produits ménagers sont à l'abri des convoitises. Et puis songez aussi à un autre danger plus grave encore, les médicaments. Dans un tiroir ouvert, ils sont tellement tentants, ces petits tubes, tellement tentants, ces bonbons qui n'en sont pas. Quand on ne sait pas lire, n'est-ce pas, rien ne réfrène la gourmandise. Et puis, il y a la table de chevet, et ces somnifères qu'on est tenté de laisser à portée de sa main, ce qui les met du même coup à la portée de toutes les mains. Parents, ne laissez jamais traîner de produits pharmaceutiques hors de l'armoire à pharmacie. Mais pensez aussi que les enfants ne manquent pas d'astuces, et qu'il y a mieux qu'une porte fermée, une porte fermée à clé. Qu'on ne lise pas demain dans les journaux, encore un enfant empoisonné. Combat de chameau à Kérouan.
Les deux combattants ne se font pas plus de cadeaux que deux lutteurs sur un ring. Tous les coups sont permis sur tous les coups de tête. Voici un magnifique étranglement comme au catch. L'essentiel maintenant, c'est de ne plus lâcher prise. On se sert de ses pattes comme d'une paire de bras. L'adversaire ne s'en sort pas, il sera bien obligé d'abandonner le combat sur décision de l'arbitre. Muren, tout le monde descend, et même beaucoup plus vite que certains concurrents ne le voudraient. Cette épreuve, c'est la dernière grande compétition internationale de la saison. Il s'agit du Kandahar, que la plupart des champions considèrent un peu comme un véritable championnat du monde. Un championnat du monde qui ressemble étrangement pour le moment à un concours de chute libre. Il paraît que ce n'est pas la meilleure méthode pour gagner l'épreuve, il vaut mieux rester sur ses skis pour franchir la ligne d'arrivée. Passons maintenant aux choses sérieuses avec Guy Périllat. Périllat, c'est l'homme qui a gagné toutes les grandes descentes de la saison, alors pourquoi pas celle-là? Il n'a aucun complexe, avec lui pas de chute à craindre, il a un prodigieux sens de l'équilibre. À 100 à l'heure, il avale toutes les bosses sans perdre une seconde de merveilleuse position. Malgré son sourire, Périllat a trompé tout son monde. Il n'a pas gagné la descente du Kandahar. Il y a deux vainqueurs, l'Allemand Wagner Berger numéro 10 et l'Italien Alberti numéro 7. Avant le départ du slalom, Guy Périllat n'est pas très rassuré. Pour la première fois cette année, il n'est pas certain de gagner le combiné, c'est-à-dire le classement conjugué de la descente et du slalom. L'Autrichien Peppi Stigler prend le départ. C'est un concurrent très dangereux pour Périllat. De fait, il glisse entre les portes avec beaucoup de vélocité sans en accrocher une seule. À vous de jouer maintenant, monsieur Périllat. Vous savez à quoi vous en tenir. Le champion français a l'air de vouloir forcer le destin. Malchance, Périllat accroche deux portes qui lui font perdre l'équilibre. C'est Peppi Stigler qui gagne, mais pas avec suffisamment d'avance cependant, puisque finalement Périllat remporte quand même le Kandahar. Le champion français est bien le skieur le plus extraordinaire de tous les temps. L'unité du Commonwealth n'a pas résisté à la politique de ségrégation raciale qui sévit en Afrique du Sud et qui dresse une barrière de tous les instants entre le monde des gens de couleur et celui des Blancs. Mis en accusation à Londres par les autres premiers ministres du Commonwealth, le docteur Verwoerd, malgré les efforts conciliateurs de M. Macmillan, a annoncé le retrait de son pays. La communauté britannique ne comprend donc plus désormais l'empire que Cecil Rhodes avait bâti sur l'or et le diamant, en des temps où l'attribution des lots de prospection se faisait au plus rapide, à ceux qui atteignaient les premiers le témoin. Dans les mines modernes, cependant, sans le travail fourni par les Noirs, l'Afrique du Sud ne pourrait continuer à être ce qu'elle est, la première productrice d'or du monde. Elle ne pourrait non plus continuer d'assurer une production de diamants qui lui permet de faire la loi dans la fixation des cours mondiaux. Or, la défaite électorale du général Smuts avait en effet laissé la voie libre à la ségrégation raciale avec le docteur Malan, puis le docteur Verwoerd, engendrant des conflits sanglants dont le docteur Verwoerd lui-même fit les frais. L'année dernière, la révolte des Noirs a été, on s'en souvient, noyée dans le sang. Violences qui sont le contrepoint de la politique raciale. L'Union sud-africaine pourtant s'enferme dans son système. Hier, les électeurs, c'est-à-dire les Blancs, votaient à une faible majorité pour la République. Premier acte d'indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Aujourd'hui,
c'est l'exil volontaire hors du Commonwealth. En France, la grève des fonctionnaires a été très suivie. C'est du moins l'impression qu'on pouvait retirer de la manifestation des agents de l'État à Paris, rue de Rivoli, où il n'était pas question d'essayer de circuler. À cette occasion, les agents de police ont fait l'apprentissage de leur nouvelle fonction d'ange gardien de la presse. Tout d'ailleurs s'est très bien passé. Les manifestants se sont contentés de proclamer leurs revendications devant le ministère des Finances. Dans la perspective de l'ouverture des négociations sur les bords du lac Léman, on attendait avec anxiété en Algérie la fin du Ramadan. Mais Alger, comme le reste du pays, fut en fait exceptionnellement calme. Place du gouvernement, la foule écouta les conteurs d'histoire et les joueurs de flûte. En Tunisie, depuis le retour du président Bourguiba, l'atmosphère était à l'optimisme. Après une absence de 3 semaines, marquée par la visite au général de Gaulle à Paris, le président Bourguiba avait reçu dans sa capitale un accueil triomphal. Et la fin du Ramadan devait coïncider ici avec la décision du FLN de faire le voyage du lac Léman. Cette décision, les membres du GPRA, Yazid, Ben Tobal et Ferhat Abbas devaient la communiquer au président de la République tunisienne. L'affaire algérienne entre maintenant dans une nouvelle phase. En effet, pourquoi pas? Nous vivons, comme chacun sait, l'ère atomique, l'ère spatiale, l'ère magnétique. Alors, tenu en équilibre dans l'espace par 2 électroaimants, le sculpteur Takis touche aujourd'hui à ce qui était hier l'impossible. C'est du moins le sens qu'il donne à son œuvre. De son perchoir, perdu dans son univers spatial, il communique son inspiration à des disciples qui formulent sur des espaces déterminés la composition voulue, dont les éléments métalliques, bien entendu, dessinent sous l'action du champ magnétique une mystérieuse symphonie. Moins audacieux peut-être, mais novateur également, Cyril Constantin, bricoleur acharné et inventeur à ses heures, a découvert son art en regardant un jour un ouvrier se servir d'un pistolet métalliseur. Depuis, dans son atelier d'Aix-les-Bains, le maître a mis au point sa technique à l'aide d'un arsenal de pistolets et de chalumeaux qui sont ses pinceaux. Projetant sur son support les métaux de son choix, il obtient par l'oxydation de ces derniers les couleurs désirées. Le maître ne s'en est d'ailleurs pas tenu là. Pour faire vivre ses chefs-d'œuvre dont les reflets changent selon l'éclairage, il a construit un projecteur spécial dont le jeu donne tout son sens à cette œuvre absolument incomparable. Répétons-nous, pourquoi pas? On sait que les mœurs scolaires ont admis aujourd'hui les classes de neige, où le temps des écoliers venus des villes se partage entre la poursuite des études et l'initiation au plaisir du ski. C'est que l'école n'est plus ce qu'elle était au temps de notre enfance. Elle ne se contente plus de dispenser l'instruction, elle entend y joindre d'utiles principes de santé. Ainsi, à l'école primaire de Vanves, c'est au tout petit qu'on a songé. Pour eux, après le déjeuner, la classe se transforme en dortoir. Et l'on peut penser que cette expérience des classes de sieste destinée à rétablir l'équilibre perturbé par la vie moderne est appelée à un certain avenir. À la place des cantines, les restaurants d'enfants deviendront, eux, de véritables classes de diététique, où, en même temps que les bonnes manières, les élèves apprendront à apprécier les menus équilibrés et, ce qui est important, les boissons sans danger. On a songé aussi à apprendre aux écoliers à lutter contre la carie dentaire qui atteint en France 2 enfants sur 3. Au Vésinet, une expérience est actuellement en cours dirigée par le professeur Held de l'Université de Genève, spécialiste de médecine dentaire. Cette expérience est appelée à prouver l'action anti-carie d'un métalloïde bien connu, le fluor. En effet, des expériences analogues réalisées à l'étranger ont démontré l'efficacité du fluor dans ce domaine. La visite enfin qu'a rendue le nouveau ministre de l'Éducation nationale, M. Paye, au lycée de Vitry-le-François, a mis au premier plan une nouvelle technique pédagogique, les classes à mi-temps.
qui verront les élèves consacrer la moitié de la journée à l'étude et l'autre moitié au sport. Non, l'école n'est plus ce qu'elle était. Elle fait mieux. C'est maintenant devenu une tradition. L'élégance masculine subit le rythme des saisons, tout comme l'élégance féminine. Et il n'est plus temps de faire la fine bouche face aux gilets de soie boutonnés en travers qui nous guettent au détour du printemps. Ainsi en a décidé le groupe des 5, dont la collection nous prépare aux petites audaces des martingales et des pantalons toujours sans revers, mais légèrement fendus sur le côté. Serons-nous condamnés cet été à prendre du galon et à nous laisser aller vers ces délicieux couvre-chefs style tyrolien modifié en paille tressée? Ou pencherons-nous pour la tenue du gentleman cow-boy avec gilet boléro, bas de pantalon relevé et ouvert sur le devant? Le plein été des vacances, quant à lui, verra le triomphe du blanc, abondamment galonné, avec chapeaux en rapport. Certains esprits d'avant-garde trouveront peut-être trop classique cette mode 61. Les audaces ne manqueront pourtant pas à la garde-robe masculine, qui adopte, avec le smoking sport, l'ample chapeau façon cow-boy. C'est dans le cadre des nouvelles installations d'Orly que le général de Gaulle a accueilli le président de la République gabonaise, M. Léon Mba, second chef d'État de la communauté à être l'hôte officiel de la France après le président Tsirane. La visite du président Mba devait durer 3 jours. 3 jours marqués par des entretiens au palais de l'Élysée et qui se sont achevés par une soirée de gala à la Comédie Française. 3 jours aussi qui auront fait écho aux paroles que prononçait le président Mba à son arrivée. Tout Gabonais a 2 patries, le Gabon et la France. Ce Paris tout plein de secrets, disait Léon-Paul Fargue qui en connaissait quelques-uns. Secrets des Judas, secrets des mots de passe. Et nous voici dans un des clubs les plus récents et les plus fermés, où se retrouvent entre eux gens de lettres, de théâtre et de cinéma. Cette nuit, Pierre-Jean Vaillard coudoie Jean-Pierre Aumont et Marisa Pavant. Claude Dauphin et Robert Marchand ont imaginé un sketch et dictent leurs répliques. François Patrice et Jean-Claude Brialy entourent Michel Morgan. C'est la minuit délassante et studieuse du club Saint-Hilaire. Musique. On dansera un peu ce soir tout de même. Plus secret et moins fréquenté, le club des explorateurs. Sous l'œil de la Pérouse, chaque mois, se réunissent des gens que généralement on ne rencontre pas à Paris. Ils sont au Mato Grosso, au Tibet, en Terra Deli, au Tanezrouft. À chacun de leurs passages, ils se retrouvent, s'interrogent, se racontent un peu. Gardinier vient de parcourir le Hogar. Monsieur et Madame Villaret arrivent d'Océanie. André Lyotard est allé au pôle Sud. Jacques et Betty Villeminot ont appris à lancer le boomerang avec les papous d'Australie centrale. Et un peu plus loin, Bertrand Flornoy rêve des sources de l'Amazone. Sortons sur la pointe des pieds. Plus secret toujours. Top secret même. Là, nous sommes dans un repère de flibustiers. Signe distinctif, un vieux doublon d'Espagne. Les plans des châteaux en ruine, les rébus laissés par les capitaines d'aventure, les testaments de Vinette écrits par des ancêtres cachotiers sont le thème de leur discussion. On tire des plans sur la baie de Vigo et l'île de la Tortue. Un décor d'Edgar Poe, des personnages de Macorlan. Ne me demandez rien de plus. C'est secret. À l'occasion de leur congrès qui se tenait cette année à Turin, directeurs et rédacteurs en chef des journaux filmés d'Europe ont tenu à visiter les travaux de la prochaine exposition universelle qui marquera le centenaire de l'unification italienne. Le futur palais du travail, d'inspiration résolument moderne, peut être considéré dès maintenant comme l'une des expressions les plus étonnantes de l'architecture actuelle. Le salon des peintres témoins de leur temps est maintenant un classique de l'année. Ce que c'est que 10 ans d'existence.
Aujourd'hui, il a réuni sur le thème des richesses de la France 100 exposants autour de quelques grands aînés où Léger et Gromer tiennent compagnie à Rouault. Où Chagall et ses étranges sirènes d'un Saint-Germain-des-Prés saturé de magie regardent dans la salle un Fujita en naturel en contemplation devant un Utrillo. Matisse est là, lui aussi, et d'autres qui comptent parmi les richesses de la France, et c'est bien cela qu'a compris un certain René Coty qui les connaît bien. Rien de commun entre ce statisme figuratif que certains disent désuet et cette exposition d'un art en marche qui s'est ouverte à Amsterdam. Cet art en marche est d'ailleurs consacré au mouvement, et même, pourrait-on dire, au mouvement perpétuel. Réussite parfaite. Et si ce salon artistique fait un peu penser au marché à la ferraille et au congrès des petits inventeurs farfelus, c'est qu'on a l'esprit mal tourné. L'un de ces appareils pousse même le génie jusqu'à peindre lui-même. Chef-d'œuvre engendrant des chefs-d'œuvre. Tout cela fait du bruit, bouge, tressaute, remue, teint, résonne. Du grand art, on vous dit. Et tellement vrai. Chevaux au départ du Grand National de Liverpool. 28 millions d'anciens francs au vainqueur, mais pour gagner, il faut franchir sans encombre les 30 obstacles répartis sur les 7000 mètres du parcours. Dès la première haie, c'est le début de la grande débâcle. Encore quelques concurrents de moins après le second obstacle. À la troisième haie, on commence à y voir un tout petit peu plus clair. Ce cheval, manifestement plus doué pour les courses de plat, a préféré changer de parcours sans égard pour son jockey. Restera-t-il un cheval et un jockey pour franchir ensemble la ligne d'arrivée? Oui, ils sont tout de même encore 14 au dernier obstacle. Nicolaus Silver se détache dans la dernière ligne droite et remporte facilement le Grand National devant le vainqueur de l'an dernier. Lorsque débute le match France-Galles à Colombes, les joueurs manifestent leur intention de ne pas se faire de cadeaux. On est comme cela tout de suite dans le vif du sujet. Les Français qui jouent en maillot blanc, culotte noire, attaquent. Premier exploit de Bouquet numéro 12, crochet intérieur très classique, coup de pied en touche. Une touche qui se termine par le premier essai du match. L'ambiance est créée, la France doit gagner facilement. Oui, mais voilà, sur le terrain, il y a non seulement 15 Gallois qui jouent contre les Français, mais également un arbitre. Un arbitre qui voit toutes les fautes françaises, mais qui est curieusement myope lorsqu'il s'agit des fautes galloises. Quoi qu'il en soit, les Gallois n'ont pas besoin de l'arbitre pour marquer leur premier essai parfaitement clair. Il est en tout point identique à celui qu'ont réussi les Français au début du match. Deuxième mi-temps, voilà le moment qu'a choisi l'arbitre pour provoquer la colère des 40 000 spectateurs de Colombes. Après une course de 40 mètres, Bouquet passe à Boniface qui va marquer entre les deux poteaux. C'était magnifique pour tout le monde, sauf pour l'arbitre. L'essai est refusé, un joueur français était hors jeu. En revanche, sur cette attaque galloise, l'arbitre ne voit rien du tout en dépit d'un en-avant flagrant. Résultat, un essai pour le pays de Galles, qui lui n'est pas refusé. Les Français dominent et pourtant les Gallois mènent par 6-3. On se demande alors si la France ne va pas perdre le match et la première place du tournoi des 5 nations par surcroît. Bien que paralysés par la crainte d'être sanctionnés par l'arbitre, les Français monopolisent le ballon et jouent presque constamment dans le camp gallois. Cette ténacité finit par être récompensée et par un juste retour des choses, c'est Boniface numéro 13 qui donne la victoire à la France en marquant un deuxième essai transformé par Vanier 8-6. Ouf, l'arbitre n'a rien dit.